go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 38e épisode du Faceful Podcast où on va débriefer ensemble la draft 2023 des 49ers, une draft qui va poser des questions, hein, et c'est clair, on en a beaucoup parlé, pas de choix du premier tour, pas de choix du deuxième tour, donc des joueurs un petit peu moins connus évidemment. Pour m'accompagner sur cet épisode, Gonzague, Kevin et Olivier. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Hello. 9 choix de draft, le premier au 3e tour, donc on va directement en fait se lancer dans le grand bain. Gonzague, dans l'ensemble, avant de parler du joueur par joueur, dans l'ensemble, tu as pensé quoi de cette draft? Toi qui connais un petit peu les joueurs dont on va parler. Écoute, j'ai eu un sentiment très très proche de la draft de l'année dernière. C'est-à-dire que ça a commencé par la déception avant de relativiser. L'année dernière, c'était même carrément de la colère, et là, c'était plus de déception ayant maintenant une certaine habitude. C'est-à-dire que, exactement comme l'année dernière, le poste prioritaire n'a pas été pourvu, celui de right tackle, alors que l'année dernière, on cherchait un centre. Et pour le reste, on a comblé quand même quelques besoins, donc tout n'est pas à jeter. On va y revenir après joueur par joueur, mais il y a certains points qui sont également positifs, et j'ai trouvé beaucoup de présentateurs, tout ça assez sévère avec notre draft, injustement sévère, même si évidemment il y aura des choses à redire. Kevin, Olivier, un avis sur des joueurs que vous connaissez peut-être un petit peu moins, ou même sur les postes qu'on a adressés, Kevin? Moi, je trouve que le besoin prioritaire a été répondu, parce que moi, je suis très content avec ce qu'on a sur la ligne offensive, et je trouvais qu'on n'avait pas de kicker titulaire, donc il est arrivé. Donc, pour ça, je suis content. Après, arrête, c'est juste parce que c'est le joueur que dont t'avais parlé et que ça te fait un point, c'est ça, arrête. Non, écoute, c'était pas un point parce que c'était pas au bon tour. Vous rappelez pas les règles du jeu, les gars. Je vous ai répété, mais vous n'avez pas retenu. Bon, il faut trouver l'arbre généalogique du joueur qu'on choisit maintenant pour avoir des points. Mais ouais, sinon, pas de choix flashy, pas de gros stars universitaires qui tombent jusqu'à nous. Après, il y a le fait qu'on n'ait pas de premier et de deuxième tour qui fait aussi qu'on n'avait pas de possibilité d'aller chercher ce genre de joueurs. Donc, que répondre à part on verra, mais je suis quand même content globalement de ce qui a été fait tout au long du week-end. Olivier? Moi, de mon côté, je trouvais ça sympa. Parce que moi, la draft, vous savez que c'est ma spécialité. Ou pas. Et voilà, pour faire un petit peu, quand on a fait l'émission la dernière fois, Kevin expliquait à juste titre qu'on n'avait pas besoin de joueurs particuliers, qu'il fallait tenter des coups. Je pense que cette draft, elle part là-dessus. On a récupéré un safety qui va peut-être nous servir, pas cette année, mais l'année prochaine. On a récupéré le seul poste qui manquait, c'était véritablement un kicker. On l'a compensé. Partant de là, pour moi, je suis content. Après, le reste, n'étant pas un adepte de la NCAA, je serais là vous mentir en vous disant ouais, c'est vachement bien, ou non, je suis vraiment déçu. Je trouve que les postes sont suffisamment complets dans l'équipe pour qu'on soit assez tranquille. Moi, je vais rejoindre pas mal Gonzague sur ce point-là. Les premiers tours ont été plus décevants, même si Cameron Latu, un joueur dont j'avais parlé, mais je trouve que c'est un peu tôt pour le sélectionner. Dans l'ensemble, notre fin de draft a répondu à ce qu'on avait envie d'avoir, comme l'a dit Olivier, c'est-à-dire des bons coups. Je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui se sont passées en fin de draft avec des joueurs très très intéressants à l'endroit où on les a pris. Après, moi je suis comme Gonzague et pas comme Kevin, du coup je pense qu'on avait besoin d'un tackle. On va en reparler, je pense, parce que Blake Freeland était dispo, hein, le tackle favori de Gonzague, et un tackle que j'aimais beaucoup aussi, qui était dispo pour tous nos choix du 3e et qu'on n'est pas allé chercher. Donc voilà, ça, on verra bien. Si Colton McKivitz explose comme un vrai titulaire, on aura eu tort et le staff aura eu raison, mais on verra par la suite. On va commencer joueur par joueur. Le premier avec notre 87e choix, on est monté un petit peu dans la draft pour aller le chercher, c'est Jair Brown, c'est un safety qui joue à Penn State. Je vais juste vous dire vite fait ses stats en 2022. 74 plaquages, 7 plaquages pour perte, 4,5 sacs, 4 interceptions. Il était également capitaine à Penn State et a même été élu MVP de l'équipe de Penn State dans une équipe qui avait quand même un mec comme Joey Porter Jr. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Gonzague, t'as pensé quoi de la sélection de Jair Brown ? Alors déjà, pour commencer, je suis très content, puisque c'était un petit peu ce que j'avais pronostiqué, du choix d'un safety dans un premier temps.
Parce qu'il faut préparer l'après Tashon Gibson en tant que tel. Alors, est-ce que je serais parti sur Jaylen Brown? Pas nécessairement, en dépit du fait que j'aime beaucoup le joueur. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est très difficile à analyser pour son poste préférentiel. Aujourd'hui, moi, j'avais plutôt tendance à cibler un free safety, poste auquel il est tout à fait susceptible de jouer au niveau pro, mais c'est un joueur qui a été balancé un peu à tous les postes. Il a fait du strong, il a fait du free, il a fait du nickel, principalement du nickel d'ailleurs, lorsqu'il était à Penn State. Et en fait, c'est un cogneur, il faut le savoir. Il frappe très vite. Il a des progrès à faire en couverture, en dépit du fait qu'il n'a pas non plus que de mauvaises choses là-dessus. C'est-à-dire que je pense que si on le destine à être free plus tard, il y a un peu de boulot. Par rapport à notre système, il y a un peu de boulot. Il y a un problème de cover en zone sur ce joueur. Et donc, c'est très bien qu'il soit en couveuse. C'est-à-dire que si c'est un joueur pour lequel on prépare l'avenir, ça peut le faire. Il a un côté de Jimmy Ward par moment sur sa capacité à cogner en dépit d'un physique plus frêle. Et moi, vraiment, ouais, je pense que ça reste un bon choix. C'est pas celui que j'aurais privilégié au poste de free safety, mais ça reste un bon choix quand même. Et surtout, il est à sa place. Il est à sa place dans la draft. Olivier, prendre un joueur qui ressemble un petit peu, moi, c'est ce que j'ai un peu pensé, un joueur qui ressemble un peu à Hufanga dans son style, en tout cas, côté cogneur, ça doit te plaire. Ouais, donc moi, quand j'entends parler d'un gars qui est comme Hufanga, ça peut que me faire plaisir. Gonzague, il dit qu'il tape fort. Moi, c'est bon, on peut signer de suite. Ensuite, ce que j'ai entendu, ce qui m'a plu dans ce que tu as dit, Elliot, c'est qu'il était capitaine, c'est qu'il était le leader, c'est que c'est quelqu'un qui a été MVP de son équipe. Partant de là, c'est des qualités que je recherche. Je suis un footballeur américain, moi. Je m'en fous qu'il soit flashy, pas flashy. Moi, si c'est un garçon intelligent et qui est là pour progresser, surtout que pendant un an, il va être à la trouveuse, et d'après ce qu'il a dit, Gonzague, il peut jouer nickel. Peut-être qu'on a trouvé ce qu'il fallait, on a trouvé peut-être un joueur très efficace et qui va nous rendre de grands services dans pas longtemps. Pour moi, je pense que c'est un bon choix. Après, de là, avec ma connaissance du football universitaire. Mais sur ce que vous avez dit, moi, je prends. Il a juste un petit défaut quand même, attention. C'est un joueur qui, en termes de quick football, peut encore progresser. Et surtout, c'est un joueur très instinctif, avec les qualités que ça implique, mais aussi les défauts que ça implique. Il anticipe beaucoup. C'est un joueur quand même à big play. Hein. C'est un très bon intercepteur d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, là, je suis un peu de tomber amoureux. Un joueur qui n'a pas de QI football, c'est parfait pour Olivier, ça. Un joueur instinctif qui cogne fort et qui joue safety, moi, je me dis que c'est un diamant à polir. Hein. Il prend des big plays quand même dans la figure à ce stade. C'est l'un des défauts sur lesquels il doit progresser. C'est ce que j'avais lu. Moi, il y a beaucoup de sautes de concentration, pas juste dans les matchs, mais dans les jeux. Complètement. Il est capable de complètement débrancher sur un jeu. Et puis moi, un safety ou un cornerback dont les qualités principales, c'est le run support et le blitz, je me méfie. Pour un corner, c'est emmerdant. Pour un safety, peut-être un petit peu moins, parce que c'est moins le poste où tu dois vraiment faire de la homme à homme, etc. Tu vois. Oui, pour un corner, c'est vraiment emmerdant. Mais en même temps, si dans le futur, on l'associe à Hufanga, qui va s'occuper de la couverture chez les safeties? C'est aussi la question. C'est un truc qu'il va falloir. Là, on est dans l'expectative pour le futur. Voilà, je pense qu'il est. Moi, je le trouve. Futur, les gars, là. Moi, personnellement, je le trouve quand même capable de faire des bonnes choses en couverture. Enfin, comme l'a dit Gonzague, c'est un mec qui a fait beaucoup d'interceptions. Il a fait plus de 10 interceptions ces 2 dernières saisons combinées. C'est un des meilleurs dans toute la NCAA. Après, ouais, tu l'as dit, Gonzague, il a un défaut, c'est sa faute de concentration. Mais en même temps, s'il n'en avait pas, il serait pas descendu au 3e, tu vois. Voilà. Donc, quand tu prends un joueur au 3e, il faut le prendre avec ses qualités et défauts. Moi, c'est un choix que j'aime quand même beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel chez J.R. Brown. Oui, non, mais quitte à vouloir le joueur, on est allé le chercher au bon moment. Et ça justifie un trade-up. Donc c'est très bien. Le joueur suivant, bon là c'est un choix qui a posé plus de questions. Avec le 99e choix, on a pris Jake Moody, le kicker de Michigan, le kicker dont avait parlé Kevin lors du dernier podcast. La saison dernière, il a fait 100%, 60 sur 60 aux extra points. 29 sur 35 au field goal, 83%. Kevin, je vais commencer par toi. Du coup, tu en avais parlé, Jake Moody, que tu voulais un kicker parce que Robbie Gould n'est plus là et que on ne sait pas ce qu'on va voir avec Zane Gonzalez. Est-ce que tu es satisfait du coup de la sélection de Moody en 99? Oh bah totalement. Moi, je suis très très content. C'est le kicker qu'il fallait dans cette draft, je pense. D'ailleurs, dans les stats, il y avait aussi un 26 sur 28 entre 0 et 49 yards. Ouais, c'est ce dont je l'ai parlé, c'est que sur les 40 premiers yards, il est clinique, il est extrêmement efficace, il loupe quasiment rien.
Son problème, c'est que au-delà, il manque drastiquement de précision. Il était à 66% derrière les 40, à 3 sur 7 l'année dernière derrière les 50. C'est un problème qu'il va falloir quand même, je pense, régler en NCAA. En NFL, je veux dire. NFL plutôt. Mais oui, effectivement, mais en même temps, avec l'attaque qu'on a en ce moment, moi, je préfère assurer avec un kicker qui est à ce point précis dans les 45 derniers yards, plutôt qu'une longue distance qui va nous servir assez peu souvent. Après, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait de le prendre au 3e tour aussi. Mais j'ai aussi vu qu'il y avait un kicker qui avait été pris au 4e, et qu'on n'avait pas de 4e tour. Donc, on a été chercher le joueur qu'on voulait. Oui, on a fait un reach pour l'avoir, mais c'est un reach qui se justifie parce qu'on n'avait pas de 4e tour et qu'il allait probablement partir ensuite. Donc, j'ai pas de regret là-dessus. Et puis, si on gagne un kicker qui nous assure les field goals pour les 10 prochaines années, puis personne ne parlera du fait qu'il a été pris au 3e tour. Tout le monde sera content avec ça. Donc. Mais bien sûr, c'est toujours la question. C'est qu'un kicker, c'est la valeur un petit peu haute, mais si on se retrouve avec Justin Tucker, on fermera notre bouche, c'est tout. C'est ça. Ouais, donc, même si c'est pas Justin Tucker, si c'est même niveau que Robbie Gould, ça nous suffira amplement aussi, les gars, je veux dire. Et puis, un kicker, faut bien le récupérer. Et pour en revenir, c'est ce qu'il disait Kevin la dernière fois, c'est une draft de pari. Le pari, il est là. On savait qu'on en avait besoin. On n'a pas de 4e tour. Il y a un kicker qui est parti au 4e tour. Donc, on a fait le bon choix au bon moment. Pour moi, il n'y a pas de débat. En plus, je trouve la situation intéressante parce qu'on a monté un échange avec Zen Gonzalez. Donc, on va avoir un été où le staff va pouvoir comparer Jake Moody à un vrai kicker NFL. Bon, il a eu des moins bonnes choses, mais ça reste quelqu'un à qui une équipe ferait confiance pour être le kicker pendant une saison. Donc, il va y avoir une comparaison qui va pouvoir se faire et le staff va pouvoir tout de suite se faire une idée s'ils ont vu juste en lui ou si on se reporte sur Zen Gonzalez. Gonzague ? Je suis assez en désaccord avec tout ce qui vient d'être dit. La première, concernant Zen Gonzalez, il faut rappeler le contexte de l'échange, c'est juste qu'on a assuré le coup en faisant un swap de 7e tour d'un joueur qui allait être coupé 24 heures plus tard. Donc en soi, on avait tous pressenti qu'il y avait la possibilité que soit Robbie Gould reste dans les négociations, soit que l'on draft un kicker. Donc de ce point de vue-là, j'ai presque envie de dire Zen Gonzalez n'a jamais vraiment été un sujet dans mon esprit. Après, sur la question de la draft du kicker, moi je ne m'y oppose pas du tout, bien au contraire, et Moody faisait partie des 2 joueurs que j'avais cités, avec un autre qui a finalement d'ailleurs été drafté plus loin. Là où je suis en désaccord avec Kevin, c'est que je suis convaincu que la draft de Moody au 3e tour a créé un appel d'air à ce poste. Je ne suis pas du tout convaincu que l'autre kicker qui a été pris au 4e l'aurait été pris à la même position si Moody n'avait pas été pris au 3e. Donc ça, c'est la seconde chose. Et la 3e, c'est tout kicker, aussi bon soit-il, c'est valable même pour un Janikowski. S'il est bon sur les 15 prochaines années, on n'en parlera plus du 3e tour. Mais en l'état actuel des choses, c'est très très haut. Pour un kicker, c'est très 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 haut. Après, là où je vais quand même aborder dans ton sens, Kevin, sur un point, c'est quand tu parles de la distance. Oui, c'est vrai, mais ça se corrige. Premièrement, il manque un peu de muscle. On le voit, on a l'impression d'avoir monsieur tout le monde devant nous. Il suffit qu'il muscle un peu ses jambes, il pourra peut-être aller chercher un peu plus loin. Et puis surtout, quand on regarde les stats de nos field goals, on se rend compte que la plupart du temps, on est quand même une équipe qui, depuis des années, a du mal en zone rouge. Et la plupart de nos field goals tentés sont quand même assez proches. On n'est pas du tout une équipe qui font des tentatives à 60 yards 15 fois dans une saison. Donc de ce point de vue-là, j'ai presque envie de dire c'est pas si grave. S'il s'avère nettement moins bon sur les longues distances, on est une équipe qui est moins concernée par ce problème que d'autres. Donc voilà, mais heureux de la draft de Moody, mais 5e, 6e tour m'aurait paru beaucoup plus cohérent qu'un 3e. Voilà, tout simplement. Surtout quand tu savais que le poste de tackle restait encore à pourvoir et que mon chouchou Blake Freeland était toujours disponible, et ça m'a rendu sévère. Très sévère. Autre moment où le chouchou Blake Freeland était toujours dispo, c'était en 101, mais on est parti encore une fois sur autre chose. On est parti sur Cameron Latou, le tight end d'Alabama en 101, tight end dont j'avais parlé dans le dernier épisode. La saison dernière, c'est 30 réceptions, 377 yards, 4 touchdowns. Latou, moi je vais commencer là-dessus parce que c'est moi quand on ai parlé la dernière fois. C'est un joueur que j'aime beaucoup, j'en avais déjà assez bien parlé, mais en 3e tour, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt parce que c'était un mec qui était attendu au 4e, 5e tour au mieux, et nous on le prend en fin de 3e, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu trop tôt. Après, je peux comprendre dans un sens la décision du front office, puisqu'il y a eu une course au tight end au 2e et au 3e tour, où quasiment toutes les équipes qui en avaient besoin ont pris des tight ends. Il y a énormément de tight ends qui sont sortis du board à ce moment-là, donc
San Francisco s'est dit qu'ils aimaient Latou et qu'ils avaient peur de le laisser partir, donc ils sont partis là-dessus. Voilà, c'est un joueur qui est bon partout, vraiment, qui est incroyable nulle part, mais qui est vraiment bon partout, qui a des mains sûres, qui manque un petit peu de vitesse et de qualité athlétique en général, mais il répond à un besoin parce que notre room de tight end était un petit peu vide derrière Kittle. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, même si je pense que Kevin va préférer que ça soit Dwelly sur le terrain, mais Kevin, toi, t'en penses quoi de la sélection d'un tight end pour venir concurrencer Ross sur son terrain? Parce que c'est un peu comme Dwelly, ça va être un tight end receveur. Bah, je pense honnêtement que la draft de Latou va forcer Kyle Shanahan à faire un choix. Il va soit garder Dwelly, soit Charlie Warner. Il peut pas garder tout le monde dans la chambre. Donc oui, Cameron Latou vient sûrement prendre une place importante. Après, je le connais pas assez. Moi aussi, je pensais que ça allait être un joueur qui allait être pris beaucoup plus tard. Je suis quand même étonné de le voir partir au 4e, mais c'est vrai que la course au tight end a forcé peut-être le front office de foncer sur le tight end qu'il voulait. Donc maintenant, il est là. On va voir ce qu'ils peuvent en faire, mais je suis ni pour ni contre. Gonzague? Moi, j'avais déjà exprimé mon sentiment sur Latou, c'est-à-dire que c'était un bon tight end. Après, il n'était pas du tout mon préféré de cette classe. J'avais plein d'autres joueurs en préférence, mais après, c'est les goûts et les couleurs, sachant que cette classe était assez homogène. Comme toi, j'estime que fin de 3e tour, c'est trop tôt pour ce joueur. Après, je peux comprendre cette course, cette volonté de couper court et de prendre son tight end qui t'a reaché quand tu vois en effet la course au tight end qu'il y a eu juste avant. Après, sur le long terme, je pense que l'autre tight end dont on parlera plus tard aura sur la longueur plus d'impact pour notre équipe. J'ai beaucoup de mal à croire en Latou. D'ailleurs, je ne suis même pas du tout convaincu qu'il soit meilleur que Ross Dwelly dans les faits. Je suis même sûr qu'il ne l'est pas. Ouais, non, Qui est plus fort que Ross Dwelly? Non, mais je suis très sérieux quand je dis ça. Je ne suis pas du tout sûr qu'il soit meilleur que Dwelly. Quant à Charlie Warner, pour moi, son destin est scellé. De par la draft de Braden Willis, dont on parlera un peu plus tard, au niveau du style de jeu, pour moi, le dessin de Warner est scellé chez nous. Il ne fera pas le roster. Olivier, un avis sur la sélection d'un tight end au 3e? Il fallait qu'on prenne un tight end, après j'y comprends rien, donc je vais pas rajouter quoi que ce soit. Parfait. Ensuite, on a pris un cornerback, on a pris Darrell Lutter Jr., cornerback de South Alabama qu'on a pris en 155. La saison dernière, 42 plaquages, 8 passes défendues, 1 interception. Kevin, la sélection d'un corner à ce moment-là, t'en as pensé quoi? Tu penses que c'est un besoin qu'on se devait de remplir? Oui, bah c'est sûr, après le départ d'Emmanuel Mosley, puisqu'on ne peut pas compter sur ce cher Jason Verrett, évidemment. Donc je suis très content qu'on aille sur un cornerback. Je suis plus convaincu par ce choix-là que par Zaire Brown, étonnamment. Après, il a quelques petits soucis, notamment de vitesse, de ce que j'ai pu lire. C'est un joueur qui a eu du mal à compenser par le passé, mais c'est un peu le cas aussi pour Deomodore Lenoir. On a vu qu'il est capable de faire ce qu'il faut. Donc plutôt content de ce choix. Après, je le connais pas énormément, juste que j'en ai lu depuis la draft, mais plutôt content d'ajouter ce joueur-là à la chambre des cornerbacks. Olivier? Déjà, premièrement, il va concurrencer Ambry Thomas. Partant de là, c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, le problème de concurrencer Ambry Thomas, c'est qu'il faudrait qu'Ambry Thomas soit dans la concurrence. Non, mais on ne sait pas. Déjà, c'est de base. C'est parce qu'il fallait que je place Ambry Thomas dans la discussion. Ça, c'est le premier point. Ensuite, oui, ben, c'est bien de prendre un cornerback supplémentaire parce qu'il a manqué. Avec comme on disait, Ambry Thomas ne peut pas côté dessus. Verrett ne peut pas côté dessus. Moi, il est parti. Et puis, il faut de temps en temps remettre du 109 là-dedans pour que ça permette aussi aux joueurs de ne pas se sentir c'est bon, je suis dans un fauteuil, je suis sûr de jouer. On a la free agency, on a rempli ce qui manquait. Moi, je pense qu'avec ce choix-là, et puis le mec, il est drafté tard. Je pense qu'il va avoir les dents longues. Et même si physiquement, tu disais qu'il va peut-être pas aussi vite que les autres, il va peut-être compenser avec une forte envie. Alors, pour le coup, physiquement, moi, je le trouve vraiment pas problématique. Moi, je trouve que physiquement, ça va. Vous l'avez dit, on avait besoin de profondeur en tant que cornerback avec les différents départs. Le Noir a fait ses preuves la saison dernière en tant que titulaire, donc il n'y aura pas en plus la pression. Il fit bien dans notre système. Il est bon sur les ballons, etc. Donc c'est un backup.
Il va avoir la place pour se développer. Donc, moi, j'ai pas forcément de problème avec ce choix. Moi, je suis plutôt content. Gonzague? Écoute, moi j'étais très emmerdé au moment de sa draft, car je vais être honnête avec nos auditeurs, je ne le connaissais pas du tout. J'ai pas regardé Ah, mais moi non, un, moi non plus pour le coup. Hein. un Je me suis une seule Kevin, je me seconde suis de son informé programme. après. Et donc voilà, et donc, dès lors Gonzague ne connaissait pas un joueur, mesdames, Non, messieurs. mais Olivier, South Alabama. ouais, non, j'ai pas regardé une seule seconde ni de l'offense ni de la défense de South Alabama, je le reconnais. Donc je me suis rattrapé. J'ai lu le même article que Kevin et surtout je suis allé regarder des matchs. Et il y a des choses sur lesquelles je vais être d'accord. Déjà, c'est un joueur 100% zone. Clairement, il fit complètement dans notre système. Il est exclusivement cornerback extérieur. Ça, pour le coup, c'est pas du tout un cornerback qui va jouer dans le slot chez nous. Je partage l'idée qu'il est assez frêle. Il me fait beaucoup penser à un ex-cornerback de Minnesota qui était Cameron Dantzler dans le style. C'est pas du tout un joueur qui pourra jouer en presse, ça c'est clair. Euh, Par contre, je lui prête deux défauts. Le premier, non, pardon, un défaut, parce que le deuxième, en fait, pour moi, n'en est pas un. J'ai lu quelque part, en effet, qu'il était lent. Moi, j'ai pas vu du tout ça dans les matchs dans les deux matchs que je Non, suis moi non regardé. plus. Pour le coup, je vais te rejoindre là-dessus. Moi non plus, j'ai pas vu de Ouais, problème moi, là-dessus. ça m'a pas frappé du tout. Par contre, le défaut qu'il a, c'est que ne comptez pas du tout sur un joueur à big play avec lui. C'est un joueur qui va ralentir les jeux adverses, mais qui ne va pas nécessairement les stopper. C'est typiquement le joueur qui va stopper une passe complétée à 8 yards. C'est pas, voilà, c'est pas celui qui va dévier le ballon ou l'intercepter. C'est plutôt quelqu'un qui va ralentir le jeu adverse, plus qu'autre chose. Je trouve d'ailleurs un peu trop derrière le joueur à la réception. C'est pas quelqu'un qui sera très performant sur les catchs contestés, je pense. Mais sinon, j'étais agréablement surpris de ce que j'ai vu et je trouve que à la position où on l'a pris, c'est une belle pioche. Et c'est un joueur que j'ai eu plaisir à découvrir après la draft pour le coup. Je dis bravo au staff parce que je pense qu'il fit très bien avec notre système. C'est un très bon choix à Ouais, ce je suis stade. d'accord avec le système, je suis d'accord. Joueur suivant qui peut aussi être une bonne pioche. En 173, on a pris Robert Bill Jr., un edge de Georgia. La saison dernière, c'était 26 plaquages, 3 plaquages pour perte, 3 sacs, un fumble forcé dans la défense championne nationale de Georgia où il était un petit peu un second couteau. Gonzague, t'as sûrement du coup plus regardé Georgia que t'as regardé South Alabama. T'en penses quoi de la sélection de Robert Bill? Eh ben, je pense que nous tenons, chers auditeurs, le premier jour à débat au sein de l'équipe parce que moi, personnellement, comme beaucoup de fans de foot universitaire, j'ai suivi en long, en large et en travers Georgien. Et moi, c'est un joueur qui m'a pas du tout convaincu pour le coup. Alors, c'est un joueur de rotation que beaucoup de scouts estiment joueur à potentiel, qui n'a pas encore exprimé tout ce qu'il devait faire, qui aurait mieux fait. Mais moi, personnellement, j'ai pas du tout été emballé de ce que j'ai vu. Je lui ai trouvé un manque de puissance évident. Pour vous situer à peu près le profil du joueur, on est plus proche d'un Drake Jackson que d'un Nick Bossa, hein. C'est plutôt un Ah, c'est joueur. un speed rusher, c'est un speed C'est rusher. ouais, c'est un joueur rapide qui fit extrêmement bien dans un système 3-4 pour le coup. Mais moi, personnellement, non, je trouve qu'il faut clairement qu'il gagne de la masse, qu'il gagne de la créativité, parce qu'il a de la technique, je trouve, mais je sais pas, je trouve, en fait, dès qu'il est bloqué, il ne s'en sort pas. Et pour moi, c'est un joueur de rotation des Georgia, et je ne vois pas comment, par quel miracle, il aurait pu devenir titulaire. Et je sais que certains joueurs le voyaient plus haut, certaines personnes, pardon, le voyaient plus haut, troisième, quatrième tour. Moi, personnellement, je le voyais quasiment comme non drafté. Je n'étais pas du tout été convaincu par ce joueur-là. Et je sais qu'avec Kevin, ça va être un débat parce que pour moi, s'il y a peut-être une mauvaise pioche dans cette draft, elle est peut-être là. Kevin? Bon, bah, moi, je suis pas d'accord du tout. Au contraire, je trouve que c'est un joueur punchy, ultra athlétique. Il est littéralement élite en termes de vitesse. Ses chiffres ne trompent pas. C'est assez impressionnant. Donc, il y a un vrai potentiel. Les choses qui ne s'apprennent pas sont là. Après, oui, Gonzague, tu l'as dit, il y a des défauts assez majeurs, mais c'est que des choses qu'il va corriger dans le futur. Il va prendre de la masse, il va prendre de l'expérience, il va apprendre du système, il va apprendre des joueurs exceptionnels qu'il va y avoir autour de lui sur cette ligne défensive. Que je suis pas très inquiet, je suis très content de ce choix et c'est mon pari dans les 3-4 prochaines années à venir que c'est le joueur de cette draft dont on se souviendra. Je pense qu'il y a un vrai gros potentiel chez ce joueur-là et c'est de loin mon choix préféré sur cette draft. Ouais, moi je vais Juste, plutôt. Ouais, vas-y, Gonzague.
Non, c'était juste pour donner un joueur de comparaison qui a joué chez nous d'ailleurs. Je trouve que c'est un joueur qui ressemble énormément à Jeremiah Taochu en style de jeu. Donc, Donc c'est clairement un joueur qui jouera left-hand outside chez nous. Voilà, pardon, excuse-moi Elias, je te redonne la parole. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je vais me mettre un petit peu entre vous deux là sur ce show-là parce que je vois les qualités dont parle Kevin, c'est-à-dire une grosse vitesse, des capacités physiques importantes. Et puis en fait, le truc, c'est que je vois aussi ce que dit Gonzague. Le truc, c'est qu'il n'a pas produit en NCAA parce que devant lui, il y avait que des mecs qui sont titulaires aujourd'hui en NFL, quoi. Il s'est retrouvé dans la meilleure défense de NCAA, il va se retrouver dans la meilleure défense de NFL. Je vois pas comment tu gagnes du temps de jeu en passant comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un espoir, c'est du potentiel. Il est extrêmement brut, mais il y a un gros moteur. Et puis comme tu l'as dit, Gonzague, je suis d'accord avec toi, c'est plus un outside linebacker en 34. Et il doit prendre de la masse pour devenir un defensive end 43. Donc après aussi, ça dépendra vachement de ça. Je pense qu'il y a du potentiel. Après, de toute façon, moi, même dans un futur proche, là, par contre, je rejoins pas Kevin du tout. Au mieux, ce sera un mec de rotation. Je pense pas qu'on pourra. Je ne le vois pas dans 3 ans quand on refera la draft. 3 ans après, me dire putain, Robert Bill à l'opposé de Nick Bosa, c'est incroyable. Je pense qu'il y a encore il y a des trop grosses limites qui sont un peu insurmontables à ce niveau-là. Olivier? Je ne le connais pas, donc je ne vais pas me permettre de juger, mais vous m'avez bien vendu le truc, donc ça fait plaisir à entendre. Moi, j'y serais. Je vais pas faire comme Kevin, mais je trouve que c'est intéressant. Vous me dites qu'il va vite, qu'il est capable de faire des choses et qu'il faut qu'il apprenne. On va le mettre en couveuse 1, 2 ou 3 ans, on n'est pas pressé. On a du monde. De toute façon, devant. c'est un choix du 5e, donc faut Voilà. se dire qu'il sera titulaire saison 1. On a du monde devant. On a cette chance, on a ce loisir à San Francisco, donc autant en profiter. Et franchement, si ça se passe comme il a dit Gonzague, dans 2 ans il n'est plus là. Si ça se passe comme il dit Kevin, on sera les rois du pétrole encore un moment. Pour moi, la vie est belle, il n'y a pas de souci. De toute façon, dans l'immédiat, il va suivre la trajectoire de Drake Jackson. Il va être en couveuse, il va jouer la pré-saison. S'il y a du potentiel, il va avoir quelques snaps dans la saison régulière. Et puis, s'il n'est pas du tout prêt, eh ben, il va aller voir un petit tour sur le practice squad. C'est tout. Exactement. On a la place. Pas de prise de tête. Mais là, pour le coup, on disait la semaine dernière que c'était quitte à tenter des coups et faire des paris, autant le faire cette année. Là, pour le coup, on est typiquement, et là, je pense qu'on va tous se rejoindre dans le joueur qui correspond parfaitement à ce schéma-là. C'est un pari 100%, ce joueur. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Comme ils disent aux États-Unis, low risk, high reward. Ouais, bien sûr, un choix de 5e tour, c'est low risk, clairement. Le joueur suivant, c'est Dee Winters, un linebacker de TCU qu'on a pris en 216e. TCU finaliste contre Georgia, justement, de la saison NCAA. L'année dernière, 79 plaquages, 14,5 plaquages pour perdre, 7,5 sacs, 3 passes défendues et une interception. C'était un des capitaines de la défense de TCU. Je sais que ça plaît à Olivier d'avoir des capitaines, ça me prouve aussi un petit peu la mentalité du joueur. Moi, je vais le dire tout de suite. Tu parlais, Kevin, de Robert Bill. Moi, Dee Winters, c'est mon choix préféré de cette draft, clairement. Parce que on avait un besoin direct sur ce poste depuis le départ d'Aziz Al-Shaair. C'est pas Dimitris Flanagan-Falls qui allait remplir le poste vacant. Donc voilà. Et puis là, ça va te plaire, Olivier. C'est un chasseur. C'est un chasseur. C'est un mec, c'est du run and hit. C'est un mec qui a été productif à l'université, bonne mentalité. En plus, il va apprendre derrière Fred Warner et derrière Dre Greenlaw, donc c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Et il va avoir l'occasion de jouer parce qu'il n'y a personne forcément en concurrence. Moi, je le vois un petit peu dans un rôle de celui qui a Dre Greenlaw, mais derrière lui, on joue vachement avec 2 linebackers seulement. Donc voilà, mais je pense qu'il va avoir sa chance et qu'il rentre parfaitement dans le moule de la défense 49ers. Ah, vendu. Moi, tu m'en parles comme ça, moi, c'est vendu. Hein. Tu me dis, il court, il cogne, c'est un capitaine, donc il doit être vocal, il est respecté. Il a fait une saison où il fait finale, ça, ce que tu as dit, finale NCAA. Finale universitaire, ouais. Avec d'après ce que j'ai compris, TCU, c'est rien du tout sur la carte universitaire. C'était une des plus grosses surprises des 10 dernières années en finale. Ouais. Donc, si c'est un gars qui arrive à remonter sa troupe défensivement, et il va apprendre à ce qui se fait de mieux. Peut-être qu'on a un remplaçant de Greenlaw pour dans 2-3 ans, à moindre coût. Hein. Vous savez comment ça fonctionne. Quand Greenlaw sera en prison ? Non, je ne lui souhaite pas ça du tout. Non, je ne suis pas comme ça, moi. Mais en NFL, vous savez comment ça marche. C'est une notion de contrat. On peut beaucoup aimer les joueurs, mais c'est du business. Donc, c'est très bien de commencer à préparer l'après. Et puis bon, on en a parlé à de nombreuses reprises. Nos joueurs, l'année dernière, les linebackers ont été épargnés par les blessures.
Mais on sait que Greenlow, il a tendance à se blesser. C'est bien qu'on ait quelqu'un qui puisse faire le taf rapidement. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Ça va être un très bon choix. Et puis c'est quasiment le fils de Dre Greenlow, on dirait. C'est un peu le même style, même genre de joueur. Je vois qu'il fait moins de 4,50 au 40 yards, donc il y a de la vitesse aussi. C'est un joueur d'impact. C'est vraiment un choix intéressant dans la mesure où on a besoin d'un numéro 3. Donc c'est intéressant. Je pense qu'il est peut-être moins impactant très physiquement que Dre Greenlow. Par contre, il a l'air d'avoir les fils un peu mieux branchés. Donc voilà, c'est les seules petites différences entre les deux. En plus, Greenlow, il va pouvoir lui apprendre comment on sort du lot quand on est drafté au 5e tour. Lui, c'est au 6e, mais c'est quand même assez comparable. C'est clair. Gonzague? Bah moi, bizarrement, contrairement à vous, je le vois plutôt dans un style Fred Warner que dans un style Dre Greenlow. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Ça me va aussi, attention, ça me va aussi. Par contre, là où moi, ça me va aussi. Hein. Ouais, pas de problème. Je suis, si on a Warner 2, je prends aussi. Hein. Je suis pas gêné. Je suis pas jaloux. Bah moi, en tout cas, là où je vais rejoindre complètement Elliot, c'est que pour moi, c'est le style de notre draft. On a pris un super linebacker, super mentalité, dans une équipe qui a été productive. Je rappelle quand même à nos auditeurs, je ne sais plus si tu l'as dit dans la présentation du joueur, qu'il est demi-finaliste de meilleur défenseur de l'année de college football. Je l'ai pas dit, mais c'est pas anodin, demi-finaliste. Donc c'est un très bon joueur, capitaine de son équipe, capitaine de la défense, comme tout linebacker qui se respecte. C'était le MVP de cette défense, justement. Non, ça c'était Jair Brown. Je sais pas s'il y a des MVP à TCU ou quoi, mais après c'était le capitaine. C'était un leader en tout cas de cette défense. Ouais. Okay. Et puis le problème de TCU également, c'est que j'ai trouvé que la défense était injustement mise de côté par rapport au résultat de l'attaque. L'attaque a été très mise dans la lumière avec Max Duggan, avec Quentin Johnson, tous ces joueurs-là, et on a moins parlé de la défense, qui à mon sens est une erreur parce que la défense de TCU a quand même su produire. Voilà, et non, c'est la meilleure pioche. Moi, c'est un joueur que j'avais beaucoup plus haut. Je l'avais fin de 3e, milieu de 4e au plus bas. Et l'avoir à ce stade, c'est une super nouvelle, super joueur. Mon seul doute vis-à-vis de lui par rapport à El Shahir, si je devais lever juste un doute, c'est va-t-il être performant sur l'équipe spéciale? Bon, c'est pas très grave, on a des joueurs par rapport à ça. Parce que c'est souvent ce qu'on demande à un 3e linebacker. Mais là, je suis moins sûr. Mais pour le reste, c'est un super joueur. Et si derrière Warner ou Greenlow se blesse, on a du très très haut niveau pour les remplacer derrière. Très très bon choix. Olivier? Le meilleur. Ouais, c'est une question que j'allais plutôt poser. C'est joueur qui serait capable d'être titulaire rapidement, d'après vous? Nous, nonobstant le fait qu'on ait Warner et Greenlow, je parle de si on n'avait pas deux des meilleurs linebackers de la ligue, il pourrait être titulaire à la fin de la saison. Moi, je vais même plus loin que ça. Day one. Day one? Il a la mentalité pour. Et il a la technique pour. Ouais. Bon. C'est plutôt une putain qui est bonne pioche, quoi. Ça ressemble effectivement à une bonne pioche. Okay, derrière lui, on a drafté, là c'était du coup nos 3 choix de fin de 7e tour en 247. Braden Willis, tight end d'Oklahoma, dont tu avais très bien parlé. Gonzague, un tight end vraiment bloqueur, qui s'est quand même révélé à la réception sur sa dernière saison avec 39 réceptions, 514 yards et 7 touchdowns. Gonzague, tu as dû quand même si la draft t'a frustré, tu as dû quand même sourire au moment de la sélection de Braden Willis. Oui, j'étais content. J'étais content parce que c'est un joueur qui est au 7e tour et c'est une bonne pioche, quoi qu'il advienne. Oui, c'est pas un joueur qui va être notre star offensive, ça, on va être très clair, hein, c'est dans le style de Warner. Par contre, là où il est très intéressant, c'est qu'il a été utilisé quasiment sur tous les snaps d'Oklahoma. Quand il n'était pas en phase de bloc, il pouvait être en position de réception. C'est un joueur qui avait vraiment la confiance de son coach. Très bonne mentalité également. Et c'est un joueur qui pour moi, non seulement va se battre pour un roster, mais qui va faire le roster. Et ce qui, pour un 7e tour, n'est pas toujours évident. C'est toujours des joueurs qui ne sont jamais garantis de faire les 53 finalistes. Hein. Donc, moi, j'y crois en ce joueur-là. C'est une très bonne pioche. Par contre, c'est un joueur qui, pour moi, va très peu produire à la passe, mais qui va être très bon en phase de bloc. Sachant qu'il vient d'une équipe qui était principalement tournée vers la passe, vers Oklahoma. Donc voilà. Je viens de revoir en plus une information en lisant mes notes. Capitaine d'équipe lui aussi, pour faire plaisir à Olivier.
Non, mais ça prouve que c'est un choix, c'est un choix c'est une ligne de conduite au niveau de San Francisco. Hein. On récupère pas des neuneux. Hein. Il y a une certaine volonté d'aller chercher ce genre de joueurs-là. C'est pas anodin. Hein. Je pense honnêtement, je pense qu'avec les choix qu'on avait, on a parlé, je sais pas de combien de capitaines d'équipe. C'est tout sauf anodin à mon avis. Hein. Moi, je vais aussi rejoindre vachement Gonzague là-dessus. C'est que je suis très content de ce choix. Gonzague en avait très bien parlé lors du dernier podcast et lors de celui-ci. C'est un tight end bloqueur. Il aime ça. Ça se voit qu'il aime faire le travail de l'ombre, un peu comme Kittle, parce que Kittle est tellement fort à la réception qu'on va pas trop lui demander de le faire non plus. Mais Braden Willis, sur des situations de course, il pourra se mettre en 6e lineman. Sur des situations de passe, il pourra décrocher pour mettre des patates à tout le monde. Non, c'est un très bon choix. Tu l'as dit, Gonzague, il va pas trop produire à la passe, mais sa dernière saison universitaire a prouvé que si besoin, il était quand même capable de le faire. 7 touchdowns, c'est quand même pas anodin. Donc il a prouvé aussi qu'il était d'une bonne valeur en red zone. C'est un joueur qui a un bon physique. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette sélection. Kevin ? Moi, je vais apporter un point un peu différent. Je me demande s'il a vraiment été sélectionné pour être un tight end. C'est quelqu'un qui a été beaucoup aligné, qui a déjà été aligné en fullback, en quarterback et en tight end. Et je me demande si Kyle Shanahan ne cherche pas à trouver le successeur de Kyle Juszczyk pour le futur. Et je me demande si Braden Willis n'est pas ce genre de joueur. Ça n'existe pas, les successeurs à Kyle Juszczyk, Kevin. Kyle Juszczyk est éternel. Ce qui n'existe pas, c'est des fullbacks qui se présentent à la draft. Donc, il faut trouver les solutions ailleurs, et Kyle Shanahan a besoin de fullbacks. Je crois que Jason Poe, c'est Jason Poe notre fullback du futur. C'est Jason Poe notre fullback du futur. Et tu es en train de nous dire qu'on aurait pris 2 fullbacks, parce que je rappelle que parmi les joueurs non draftés, on en parlera peut-être 2 après, on a déjà pris aussi un autre fullback. Oui, mais faut les joueurs non draftés. Je ne crois pas en cette théorie. Je pense pas que ça soit un futur fullback. Il est capable de s'aligner sur des trucs un petit peu comparables, mais je pense pas que ça soit vraiment le but. Je pense qu'on n'avait pas vraiment de tight end pur bloqueur, parce que Kittle, on sait tous qu'il est excellent là-dedans, mais qu'on peut pas le limiter à ce poste-là, parce que ce serait le plus gros gâchis du monde. Mais justement, si on a besoin de 2 bloqueurs à un moment sur une situation de jeu, là tu fais rentrer Willis pour avoir et Kittle et Willis. Ou si tu as besoin d'un seul bloqueur et d'avoir Kittle dispo en même temps en réception, tu fais rentrer Willis. Donc voilà, c'est plus pour ça moi que je le vois. Oui, il remplace Warner, pour moi, purement et simplement. Moi, s'il remplace Warner, ça me va aussi. Warner n'est pas au niveau depuis qu'il est arrivé. Ou un Tyler Croft, pardon, j'ai toussé. Tyler Croft n'est plus là, n'en parlons plus. Le joueur suivant en 253, on a récupéré Ronnie Bell qui est un receveur de Michigan. Je vois Gonzague qui fait déjà nom de la tête, qui n'a pas l'air satisfait de la sélection. Ronnie Bell, la saison dernière, c'était 62 réceptions, 889 yards, 4 touchdowns. Capitaine d'équipe ces 2 dernières saisons à Michigan. Gonzague, c'est quoi ce nom de la tête ? T'aimes pas Ronnie Bell ? Écoute, je sais plus sur TDA qui a écrit ça, mais j'étais complètement d'accord avec lui. Et c'est le côté, on ne sait pas pourquoi il réussit, mais il réussit. Mais très sincèrement, je trouve ses tracés moyens. C'est Victor qui avait mis ça. Ah bah écoute, je rejoins complètement Victor par rapport à ça. Je trouve, en fait, je comprends pas. Ses tracés sont moyens, il est pas très bon, il est chiant à avoir joué en plus, si je peux me permettre. En fait, pour moi, c'est un joueur que je n'ai jamais envisagé une seule seconde comme étant draftable. En fait, pour moi, c'était un non drafté évident. En fait, je suis très curieux de savoir ce que le staff lui trouve. En fait, je le trouve bon nulle part. Nulle part. Il n'est pas rapide, il n'est pas costaud. Il a rien. Ses tracés sont moyens, et quand il ne le respecte pas du tout d'ailleurs. Ce qui d'ailleurs a fait bondir son célèbre coach 1 à 2 fois. Et vous connaissez les colères de Monsieur Harbaugh. Donc voilà, non, je comprends pas ce joueur en fait. Pour moi, je suis prêt à parier dès aujourd'hui qu'il, lui pour le coup, ne fera pas le roster. Moi, je suis d'accord avec toi sur certaines de ses limites, notamment physique. Il est très limité physiquement. Après, je suis pas trop d'accord avec toi sur ses tracés. Moi, je les trouve corrects, ces tracés. Je trouve qu'il fait le taf là-dedans. Et je trouve qu'il a aussi une grosse qualité, par contre, qui est appréciée à San Francisco. C'est qu'il arrive à masser des yards après réception, qui est quelque chose qu'on aime beaucoup à San Francisco. On sait pas trop comment il le fait, mais il y arrive.
Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un combat, après c'est un combat vraiment d'infirme, hein, mais pour le dire grossièrement, mais il y a un combat pour le poste de receveur numéro 6 derrière Samuel Ayuk, Jennings, McLeod et Danny Gray, et puis il va se battre avec Willis Snead, il va se battre avec Chris Conley, etc. et tous ces mecs-là pour avoir le dernier strapontin dans le roster en tant que receveur. Donc moi je l'aurais pas forcément pris, j'aurais pris peut-être d'autres mecs en tant que receveur à ce niveau-là, mais bon, c'est pas... Pour un choix de fin de 7e tour, je suis pas choqué. Bon, oui, mais après, quand tu as certains receveurs que tu vois non draftés à la fin et que tu vois que lui est drafté, moi ça me laisse pantois. Quand un Jack Bobo de UCLA ne soit pas drafté et que lui soit drafté, bon, il faudra qu'un jour qu'on m'explique. Non, vraiment. Olivier, t'aurais préféré qu'on prenne Jack Bobo? Non, Matt Landers. Oui, mais Jack Bobo, c'est cool comme nom quand même. Jack Bobo. Matt Landers, on me l'a trop vendu. C'était dit chaud, le maillot on le verra sous le maillot des Seahawks. Voilà. Vous m'avez gâché ma draft. Non, mais très sincèrement, non, par contre, il a un côté qui peut être marrant, qui devrait plaire à Olivier. Il a un style, je trouve, quand il court, on dirait un danseur, quoi. Il chaloupe vachement, vous verrez, sa manière de courir est très étonnante. On a l'impression qu'il est très chaloupé, ce joueur, je sais pas. Kevin? Je trouve Gonzague extrêmement dur sur ce cas-là. Oui, on sait peut-être pas comment il fait, mais je m'en fous comment il fait du moment qu'il le fait. Moi j'ai regardé ses stats, c'est quand même le meilleur receveur de Michigan sur 3 de ses 4 années. La seule année où il l'est pas, c'est parce qu'il se fait un genou. Donc la production elle est là, c'est tout ce que je demande à un receveur. Il a produit. Donc, moi après j'attends de voir en NFL, mais je trouve ça extrêmement dur les commentaires de Gonzague et le côté tranché sur ce receveur. T'es épaté par un joueur qui a fait moins de milliards comme l'université de Michigan sur une saison entière, toi. Ouais, mais qui a fait mieux dans son équipe? Parce que Michigan, ils font que courir aussi. Oui, bon, je suis pas. Non, mais qui a fait mieux? Personne. C'est le meilleur receveur sur cette génération-là. Mais surtout qu'en plus, Michigan fait que courir et que leur quarterback, c'est vraiment pas des foudres de guerre en plus. Hein. Si tu me dis c'est le receveur 3 de Michigan sur 4 ans, je te dis ok, il est nul, mais c'est pas le cas, c'est le numéro 1. Écoutez, si vous êtes convaincu, tant mieux. Hein. Moi, je ne suis pas du tout. Et par exemple, j'étais pas fan du tout de Danny Gray l'année dernière. Et pourtant, tu me demandes de choisir entre Danny Gray et lui, je prends Danny Gray tous les jours. Alors qu'il n'a pas de main. Ouais, même si c'est pas le même style de receveur. Es-tu convaincu par notre dernier choix, Jalen Graham, linebacker de Purdue, 255e choix la saison dernière, 52 plaquages, 5 plaquages pour perte, 1 sac, 1 fumble forcé, 6 passes défendues et une interception. Gonzague, t'es plus convaincu par le choix de Jalen Graham que par le choix Ronnie Bell ou pas? Alors là, je suis très emmerdé pour ce joueur parce que je plaide coupable. En fait, Purdue, depuis qu'il y a eu Anthony Maungou là-bas, je ne regarde que l'attaque. Et je ne regarde jamais la défense performer. Donc je suis capable de vous parler de tous les joueurs de l'attaque de Purdue sans aucun problème. Je suis incapable de vous parler de la défense correctement. Et je vais vous le dire de manière honnête, alors que c'est quand même un programme qui n'est pas anodin, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne sais pas. Mais Olivier et moi, ça fait 1 heure qu'on parle de joueurs qu'on ne connaît pas. On y arrive très bien. Alors Olivier, il entend juste « Oh putain, il est capitaine, sympa ». Non, mais je ne sais pas quoi dire sur lui, en fait. Je ne connais même pas ni ses qualités ni ses défauts. Et ce qui est assez étonnant pour la qualité du programme dans lequel il a évolué, parce que théoriquement, c'est un programme qui est quand même assez visible. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un programme où généralement, je me concentre uniquement sur l'attaque et je ne regarde pas la défense. Donc, connerie de ma part. Kevin a un avis sur ce joueur que tu ne connais pas non plus, mais je pense que tu as regardé un petit peu. Je suis absolument pas convaincu. Je pense que ça va être un joueur assez oubliable. Déjà, je vois même pas comment il peut avoir de la place avec Dee Winters qui est arrivé dans le même temps, au même poste, dans le même genre de rôle. Espérons qu'il puisse rester sur le practice squad. Je vois pas quel autre genre d'avenir il peut avoir à court terme, mais à long terme, j'en ai aucune idée. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas forcément convaincu de ce choix. Il a un bon physique, hein. De toute façon c'est normal, c'est un joueur qui est drafté en NFL, mais il n'est pas très très imposant. Il part d'assez loin, même s'il a été productif en université, mais il part quand même d'assez loin parce que son physique est un peu léger, on va dire ça comme ça. Même si c'est un mec qui a des bonnes qualités, hein, il est bon en poursuite, etc. Et puis il est bon il arrive à rencontrer son joueur. Le problème, c'est que son physique, en fait, il a eu tendance à se faire un peu bully par des running backs trop puissants pour lui. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Je pense que s'il veut espérer se faire une place dans nos 53, va falloir qu'il performe comme un dingue en équipe spéciale.
parce que pour le jeu à 11 contre 11, je lui vois beaucoup trop de limites. Gonzague ? C'était justement ma question, toi qui as l'air de mieux le connaître que moi. C'était est-ce qu'il arrive à performer sur l'équipe spéciale? Parce que c'est vrai que. Alors oui, pour le coup, là, contrairement à Dee Winters, je le vois qui peut largement plus performer en équipe spéciale que Dee Winters pour le coup. Parce que justement, moi je trouve que. Alors j'oublie le nom du linebacker qu'on avait pris pour jouer en équipe spéciale et qui a eu un très gros contrat pour ce poste. Oren Burks. Oren Burks, merci. Voilà, Oren Burks. Et là, pour le coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas un joueur justement qu'on destine éventuellement à mettre en concurrence avec Oren Burks, histoire d'aller tailler son contrat un petit peu de l'autre côté? Pourquoi pas. C'est là où je m'interrogeais, parce qu'en effet, je trouve que ça, il est peut-être un peu trop embouteillage au poste de linebacker, du coup. Et vu que je ne le connais pas, je me suis dit, ça doit certainement être dans cette optique-là qu'on a pris. Oui, après, on se focus beaucoup sur les squads offensives ou défensives, mais il y a totalement l'équipe spéciale où un joueur comme ça semble pouvoir s'exprimer. Et puis, Oren Burks, comme on l'a dit, n'est pas non plus éternel. Il faudra penser un jour à le remplacer. Donc, il est cher, surtout. Et puis, si on remplace, exactement comme tu dis, Gonzague, si on remplace un mec plus cher par un mec sous contrat rookie de fin de 7e tour, c'est bénef. Avant de passer aux notes, Olivier, un avis sur Jalen Graham, peut-être? Non, ça va. Avant de passer aux notes générales de la draft, on a signé quelques undrafted free agents. Je vais vous les citer pêle-mêle. Puis après, si quelqu'un veut réagir là-dessus, il le dit. Ronald Dawat, running back de UTEP. Jack Coletto, fullback d'Oregon State. Joey Fisher, tackle de Shepherd. Deshaun Jamison, cornerback de Texas. Callan Laborn, running back de Marshall. Corey Luciano, tackle de Washington. Ilm Manning, tackle de Hawaii. Mariano Sorimarin, linebacker de Minnesota. Spencer Waji, defensive end de North Dakota State. Shea Wyatt, receveur de Tulane. Et Avery Young de Rutgers, qui est un safety. Olivier, tu as l'air de plisser les yeux. Tu as entendu peut-être quelque chose qui te plaît? Il y en a un qui s'appelle Mariano comment? Il s'appelle Mariano Sorimarin. Je le veux. En tout cas, Gonzague doit être heureux, il y a un tackle. Donc ça y est, il va arrêter de nous embêter avec son tackle. Donc Mariano, je le veux. Déjà Mariano, je le veux. Déjà, ça c'est le premier point. Et après, on a pris deux running backs comme l'année dernière, les Premison. Ronald Dawat et Callan Laborn. Le second nom a l'air plus rigolo, donc je pense que le second va faire une meilleure. Je pense que le second est meilleur également. T'as vu ça? T'as vu cette Ouais, ça parle. Voilà, il a fait des bonnes choses. Il a fait des bonnes choses à l'université de Marshall. Voilà, donc ouais, pourquoi pas. Moi personnellement, sur les undrafted, j'en connais pas beaucoup. Je connais quand même un petit peu Callan Laborn, le running back de Marshall, comme on l'a dit, qui a fait des bonnes choses l'année dernière, même si moi j'attends toujours son coéquipier Rashin Ali, qui devrait être là en 2021. Ceux qui n'ont jamais vu Rashin Ali jouer, vous tapez sur YouTube Rashin Ali highlights et vous regardez, c'est magnifique. Il est fin, mais il vole sur le terrain, je le trouve extraordinaire. Et Joey Fisher, le tackle de Shepherd, c'est une bonne sélection, c'est un mec qui était attendu au 5e, donc pourquoi pas. Gonzague, un avis peut-être sur les undrafted free agents? Fisher, c'est vrai qu'il était attendu à partir du 4e tour, donc en soi c'est un peu un style et c'est un joueur qu'on avait reçu d'ailleurs. Je le connais pas du tout parce que je connais très mal son université. Non, par contre j'aimerais m'arrêter sur un joueur que je voyais au plus tard fin de 4e tour et idéalement au milieu de 4e tour et qui est arrivé non drafté chez nous, c'est Avery Young, free safety de Rutgers, qui lui pour le coup peut être très intéressant chez nous. C'est un très bon joueur, j'ai pas compris pourquoi il a terminé en drafté, je serais curieux de le savoir d'ailleurs, puisque c'est un très 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 bon joueur et je suis très content qu'il termine chez nous. Voilà, c'est les deux joueurs sur lesquels je voulais m'arrêter. Donc ce tackle en effet qui a plutôt eu de bons échos juste avant la draft, qui est finalement terminé non drafté pour des raisons qu'on ignore, et Avery Young qui est un très bon prospect. Très bonne pioche pour non drafté. On va passer aux notes. Kevin, le bisounours du podcast, quelle note tu donnerais à cette draft? Pas plus convaincu que ça, j'irais avec un B- cette année. Olivier? Plus. Gonzague? J'ai pas eu Black Freeland, ça me frustre. B-. Je vais partir sur un B- comme vous également. Donc je pense qu'on va s'accorder sur un B-. Olivier a donné la pire note alors qu'il ne connaît aucun des joueurs, donc on verra bien s'il a raison ou pas.
Quelque chose à rajouter peut-être sur cette draft juste avant de finir, petite information 49ers, on a signé un autre quarterback, Brandon Allen, qui était le backup de Joe Burrow, ce qui signifie peut-être malheureusement que la blessure de Brock Purdy ne sera peut-être pas résorbée pour la reprise et que du coup il s'assure un troisième quarterback derrière Darnold et Lance. Avoir peut-être une réaction sur la signature d'Allen et ce que ça pourrait signifier. Je pensais la même chose que toi. Et finalement, je me dis, dans tous les cas de figure, il semblerait qu'on va partir sur 3 quarterbacks dans le roster. Ça paraît aujourd'hui désormais évident. Donc, dans la mesure où, comme tu as dit très justement, Purdy n'est peut-être pas disponible, en tout cas pour le début de la saison, je pense que pour les camps, ils ont jugé viable de prendre un 4e quarterback. Voilà, tout simplement. Je ne m'inquiète pas plus que ça par rapport à ça. Kevin? Pareil que Gonzague, je suis pas plus inquiet que ça pour Brock Purdy. Oui, je pense aussi qu'il va y avoir 3 quarterbacks dans l'effectif, plus 1 sur le practice squad pour vraiment se couvrir et toujours avoir 4 quarterbacks tout le temps sous la main en cas de problème. Que non pas plus inquiet que ça pour Brock Purdy. Je suis même pas sûr que Brandon Allen soit le choix définitif pour être le numéro 4 ou le numéro 3. À voir. Là, c'est les signatures qui tombent en ce moment. Ça peut aussi être des pantins pour l'intersaison et pour remplir la jauge des 90 pour les premiers camps aussi. Hein. Exact. Donc non, je tire pas de grandes leçons de cette signature. Olivier, peut-être un avis? Non, il va être meilleur que celui qu'on avait. Ouais, en même temps, moins bon que Josh Johnson, va falloir se lever tôt aussi. Voilà, donc problème résolu pour moi. Moi, j'aimerais juste revenir un petit peu sur la draft, sur un autre point que j'ai dit. J'aimerais, encore une fois, je sais que j'ai souvent poussé ce coup de gueule, mais je le repousse à nouveau parce que je pense que c'est un mal nécessaire. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, encore une fois, sont extrêmement défaitistes suite à cette draft. Je lis partout des C-, des D+. Franchement, il y a pire que nous. Il y a pire que nous. Quand on voit, par exemple, les Dolphins d'avoir que 4 shots de draft et continuer à renforcer des joueurs des postes où il y a déjà embouteillage, voilà, je me dis que quand même... Est-ce que tu parles de Devon Achane? Non, je pense surtout au poste de cornerback, en fait, où ils ont déjà Xavier Howard, ils ont un nickel dont le nom est imprononçable de Igbenogel. Voilà. Ils ont pas récupéré Jalen Ramsey. Et que derrière, ils prennent Ramsey plus... ils ont pris qui déjà? Cam Smith, non? Je crois qu'ils ont pris Cam Smith. Donc voilà, je sais pas, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de foutre, quoi? Bref, on n'est pas sur le podcast des Dolphins, ils ont pas assez bien eux dans le leur. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, arrêtons d'être excessifs. On peut évidemment émettre un avis négatif, on le fait tous d'ailleurs, et moi le premier. Mais au bout d'un moment, à dire que c'est la catastrophe, il faut se détendre. De toute façon, on se présente à une draft sans premier tour, sans deuxième tour, sans quatrième tour. Oui. On fait quoi avec ça? On tente des paris et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Absolument. Il faut arrêter de se prendre la tête avec la draft, surtout dans la situation dans laquelle on est. Et puis, Olivier dit la phrase. Dis la phrase qu'on veut tous t'entendre dire. Ce soir, je vais en dire deux. Premièrement, il faut qu'on continue à faire confiance au staff. Le staff nous a fait plaisir les dernières années et il y a beaucoup d'équipes qui aiment attendre notre place. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, aujourd'hui, il y a un de mes collègues qui a fait des recherches et qui s'est rendu compte qu'au moment de la draft de Mahomes, il a eu droit à un C-. C'est vachement intéressant. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que les grands discours d'après-draft, on va laisser passer, il va y avoir les camps, il va y avoir tout ce qui va se passer. Ça veut dire que la draft elle est terminée, maintenant on va se lancer dans la saison. Mais ça, c'est bonheur. Ça va donner la suite. Et puis, je suis d'accord avec Gonzague, ne soyez pas défaitistes. Moi, quand je mets C+, parce que je ne connais pas les joueurs et je ne peux pas m'amuser à mettre une note catastrophique ou mettre une très bonne note. Ça serait prendre pour des endives et ce n'est pas mon but. Je pose une question sur laquelle je n'ai pas de réponse, mais qui serait intéressante éventuellement qu'un de nos auditeurs, s'il le sait, nous éclaire. Est-ce qu'il existe d'autres franchises NFL où le kicker et le punter ont tous les deux été draftés en milieu de draft? C'est quand même un phénomène, je pense, rarissime. Avec Jake Moody au 3e tour et Mitch Wisnowski au 4e. Je ne suis pas certain que parmi les 32 équipes NFL, une autre équipe soit dans la même situation que la nôtre. C'est assez étonnant comme particularité. C'est très très rare, rarissime. Olivier? On est la seule équipe aussi à être allée à la finale de conférence avec le dernier joueur drafté l'année précédente dans notre quarterback. Donc avec San Francisco, je suis pas une incongruité près. Hein. Et puis Mitch Wisnowski, ça nous a plutôt réussi dans le sens où c'est un punter quand même solide de NFL. Donc.
Il y a quand même les Patriots qui ont fait quelque chose de très intéressant cette année, puisqu'ils ont pris au 4e tour Chad Ryland, kicker de Maryland. Ils ont pris au 6e tour Bryce Baringer, un punter. Donc ils ont pris kicker et punter cette année dans la même draft. C'est assez intéressant à souligner. Eh bien, c'est ainsi que se termine ce 38e épisode du Faceful Podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va revenir, je ne sais pas exactement quand, mais il va y avoir des podcasts, vous inquiétez pas, pendant l'intersaison. Je pense qu'on se lancera vraiment dans la saison 2023 quelques semaines avant la pré-saison, histoire de parler un petit peu de l'état des lieux, ce qui s'est passé, etc. Si vous voulez un autre avis sur la draft des 49ers, écoutez Lundi le Pressé, l'émission de Jean-Michel Boujard, où j'ai eu l'honneur d'être invité pour parler de la draft des 49ers. Donc si vous voulez aussi l'avis de Jean-Michel, lundi, écoutez le Pressé. Et puis sinon, on se retrouve sur le Facebook Podcast très très vite. Et puis, comme d'habitude, go Niners! Go Niners! Ciao. Come on.